Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas dehors sous la pluie, tout simplement. C'est le déluge. Je reprends la lecture, de Mémoires de deux jeunes mariés de Balzac. Voilà. Tout simplement, je vous dis à tout à l'heure, encore une fois à peu près, alors j'ai dit une demi-heure, là on est plus sur les 40 minutes, donc je dirais dans à peu près 40 minutes, un peu avant 38 minutes pour vous dire des choses incroyables, d'une qualité phénoménale. Chapitre 12. De Mademoiselle de Chaulieu à Madame de l'Estorade, février. Ma belle biche, ce matin à 9h, mon père s'est fait annoncer chez moi. J'ai été levée et habillée. Je l'ai trouvé gravement assis au coin de mon feu dans mon salon, pensif au-delà de son habitude. Il m'a montré la bergère en face de lui, je l'ai compris, et m'y suis plongée avec une gravité qui le singeait si bien qu'il s'est pris à sourire, mais d'un sourire empreint d'une grave tristesse. Vous êtes au moins aussi spirituel que votre grand-mère, m'a-t-il dit. Allons, mon père. Ne soyez pas courtisan ici, ai-je répondu. Vous avez quelque chose à me demander. Il s'est levé dans une grande agitation et m'a parlé pendant une demi-heure. Cette conversation, ma chère, mérite d'être conservée. Dès qu'il a été parti, je me suis mise à ma table en tâchant de rendre ses paroles. Voici la première fois que j'ai vu mon père déployant toute sa pensée. Il a commencé par me flatter. Il ne s'y est point mal pris. Je devais lui savoir bon gré de m'avoir deviné et apprécié. « Armande, m'a-t-il dit, vous m'avez étrangement trompée et agréablement surpris. À votre arrivée au couvent, je vous ai prise pour une jeune fille comme toutes les autres filles, sans grande portée, ignorante, de qui l'on pouvait avoir bon marché avec des colifichets, une parure, et qui réfléchissent peu. Merci, mon père, pour la jeunesse. Oh, il n'y a plus de jeunesse, dit-il en laissant échapper un geste d'homme d'État. Vous avez un esprit d'une étendue incroyable. Vous jugez toute chose pour ce qu'elle vaut. Votre clairvoyance est extrême. Vous êtes très malicieuse. On croit que vous n'avez rien vu là où vous avez déjà les yeux sur la cause des effets que les autres examinent. Vous êtes un ministre en jupon. Il n'y a que vous qui puissiez m'entendre ici. Il n'y a donc que vous-même à employer contre vous si l'on en veut obtenir quelque sacrifice. Aussi vais-je m'expliquer franchement sur les desseins que j'avais formés et dans lesquels je persiste. Pour vous les faire adopter, je dois vous démontrer qu'ils tiennent à des sentiments élevés. Je suis donc obligée d'entrer avec vous dans des considérations politiques du plus haut intérêt pour le royaume et qui pourraient ennuyer toute autre personne que vous. Après m'avoir entendu, vous réfléchirez longtemps. Je vous donnerai 6 mois s'il le faut. Vous êtes votre maîtresse absolue, et si vous refusez au sacrifice que je vous demande, je subirai votre refus sans plus vous tourmenter. À cet exorde, ma biche, je suis devenue réellement sérieuse, et je lui ai dit « Parlez, mon père ». Or, voici ce que l'homme d'État a prononcé. Mon enfant, la France est dans une situation précaire qui n'est connue que du roi et de quelques esprits élevés. Mais le roi est une tête sans bras. Puis les grands esprits qui sont dans le secret du danger n'ont aucune autorité sur les hommes à employer pour arriver à un résultat heureux. Ces hommes, vomis par l'élection populaire, ne veulent pas être des instruments. Quelque remarquable qu'il soit, il continue l'œuvre de la destruction sociale au lieu de nous aider à raffermir l'édifice. En 2 mots, il n'y a plus que 2 partis, celui de Marius et celui de Sylla. Je suis pour Sylla contre Marius. Voilà notre affaire en gros. En détail, la révolution continue. Elle est implantée dans la loi, elle est écrite sur le sol, elle est toujours dans les esprits. Elle est d'autant plus formidable qu'elle paraît vaincue à la plupart de ses conseillers du trône qui ne lui voient ni soldats ni trésors. Le roi est un grand esprit, il y voit clair.
Mais de jour en jour gagné par les gens de son frère qui veulent aller trop vite, il n'a pas 2 ans à vivre et ce moribond arrange ses draps pour mourir tranquille. Sais-tu, mon enfant, quels sont les effets les plus destructifs de la Révolution? Tu ne t'en douterais jamais. En coupant la tête à Louis XVI, la Révolution a coupé la tête à tous les pères de famille. Il n'y a plus de famille aujourd'hui, il n'y a plus que des individus. En voulant devenir une nation, les Français ont renoncé à être un empire. En proclamant l'égalité des droits à la succession paternelle, ils ont tué l'esprit de famille, ils ont créé le fisc. Mais ils ont préparé la faiblesse des supériorités et la force aveugle de la masse, l'extinction des arts, le règne de l'intérêt personnel et frayer les chemins à la conquête. Nous sommes entre 2 systèmes, ou constituer l'État par la famille, ou le constituer par l'intérêt personnel. La démocratie ou l'aristocratie, la discussion ou l'obéissance, le catholicisme ou l'indifférence religieuse. Voilà la question en peu de mots. J'appartiens au petit nombre de ceux qui veulent résister à ce qu'on nomme le peuple dans son intérêt bien compris. Il ne s'agit plus ni de droits féodaux, comme on le dit au niais, ni de gentilhommerie. Il s'agit de l'État, il s'agit de la vie de la France. Tout pays qui ne prend pas sa base dans le pouvoir paternel est sans existence assurée. Là commence l'échelle des responsabilités et la subordination qui monte jusqu'au roi. Le roi, c'est nous tous. Mourir pour le roi, c'est mourir pour soi-même, pour sa famille, qui ne meurt pas plus que ne meurt le royaume. Chaque animal a son instinct, celui de l'homme est l'esprit de famille. Un pays est fort quand il se compose de familles riches dont tous les membres sont intéressés à la défense du trésor commun. Trésor d'argent, de gloire, de privilèges, de jouissance. Il est faible quand il se compose d'individus non solidaires, auxquels il importe peu d'obéir à 7 hommes ou à un seul, à un Russe ou à un Corse, pourvu que chaque individu garde son champ. Et ce malheureux égoïste ne voit pas qu'un jour on le lui ôtera. Nous allons à un état de choses horrible en cas d'insuccès. Il n'y aura plus que des lois pénales ou fiscales, la bourse ou la vie. Le pays le plus généreux de la terre ne sera plus conduit par les sentiments. On y aura développé, soigné des plaies incurables. D'abord une jalousie universelle. Les classes supérieures seront confondues. On prendra l'égalité des désirs pour l'égalité des forces. Les vraies supériorités reconnues, constatées, seront envahies par les flots de la bourgeoisie. On pouvait choisir un homme entre 1000. On ne peut rien trouver entre 3 millions d'ambitions pareilles, vêtues de la même livrée, celle de la médiocrité. Cette masse triomphante ne s'apercevra pas qu'elle aura contre elle une autre masse terrible, celle des paysans possesseurs. 20 millions d'arpents de terre vivants, marchant, résonnant, n'entendant à rien, voulant toujours plus, barricadant tout, disposant de la force brutale. Mais, dis-je en interrompant mon père, que puis-je faire pour l'État ? Je ne me sens aucune disposition à être la Jeanne d'Arc des familles et à périr à petit feu sur le bûcher d'un couvent. Vous êtes une petite peste, me dit mon père. Si je vous parle raison, vous me répondez par des plaisanteries. Quand je plaisante, vous me parlez comme... Quand je plaisante, vous me parlez comme si vous étiez ambassadeur. L'amour vit de contraste, lui ai-je dit, et il a ri aux larmes. Vous penserez à ce que je viens de vous expliquer. Vous remarquerez combien il y a de confiance et de grandeur à vous parler comme je viens de le faire, et peut-être les événements aideront-ils mes projets. Je sais que, quant à vous, ces projets sont blessants, iniques. Aussi demandais-je leur sanction moins à votre cœur et à votre imagination qu'à votre raison. Je vous ai reconnu plus de raison et de sens que je n'en ai vu à qui que ce soit. Vous vous flattez, lui ai-je dit en souriant, car je suis bien votre fille. Enfin, reprit-il, je ne saurais être inconséquent. Qui veut la fin veut les moyens, et nous devons l'exemple à tous. Donc, vous ne devez pas avoir de fortune tant que celle de votre frère cadet ne sera pas assurée, et je veux employer tous vos capitaux à lui constituer un majorat. Mais, repris-je, vous ne me défendez pas de vivre à ma guise et d'être heureuse en vous laissant ma fortune.
Ah, pourvu, répondit-il, que la vie, comme vous l'entendrez, ne nuise en rien à l'honneur, à la considération, et je puis ajouter à la gloire de votre famille. Allons, m'écriai-je, vous me destituez bien promptement de ma maison supérieure. Nous ne trouverons pas en France, dit-il avec amertume, d'homme qui veuille pour femme une jeune fille de la plus haute noblesse sans dot et qui lui en reconnaisse une. Si ce mari se rencontrait, il appartiendrait à la classe des bourgeois parvenus. Je suis, sous ce rapport, du XIe siècle. Et moi aussi, lui ai-je dit. Mais pourquoi me désespérer? N'y a-t-il pas de vieux père de France? Vous êtes bien avancée, Louise, s'est-il écrié. Puis il m'a quitté en souriant et me baisant la main. J'avais reçu ta lettre le matin même, et elle m'avait fait songer précisément à l'abîme où tu prétends que je pourrais tomber. Il m'a semblé qu'une voix me criait en moi-même « Tu y tomberas ». J'ai donc pris mes précautions. Hénarès ose me regarder, ma chère, et ses yeux me troublent. Ils me produisent une sensation que je ne puis comparer qu'à celle d'une terreur profonde. On ne doit pas plus regarder cet homme qu'on ne regarde un crapaud. Il est laid et fascinateur. Voici 2 jours que je délibère avec moi-même si je dirais nettement à mon père que je ne veux plus apprendre l'espagnol et faire congédier cet Hénarès. Mais, après mes résolutions viriles, je me sens le besoin d'être remuée par l'horrible sensation que j'éprouve en voyant cet homme. Et je dis, encore une fois, et après je parlerai. Ma chère, sa voix est d'une douceur pénétrante. Il parle comme la Fodor chante. Ses manières sont simples et sans la moindre affectation. Et quelles belles dents! Tout à l'heure, en me quittant, il a cru remarquer combien il m'intéresse et il a fait le geste, très respectueux d'ailleurs, de me prendre la main pour me la baiser. Mais il l'a réprimé comme effrayé de sa hardiesse et de la distance qu'il allait franchir. Malgré le peu qu'il en a paru, je l'ai deviné. J'ai souri, car rien n'est plus attendrissant que de voir l'élan d'une nature inférieure qui se replie ainsi sur elle-même. Il y a tant d'audace dans l'amour d'un bourgeois pour une fille noble. Mon sourire l'a enhardi, le pauvre homme a cherché son chapeau sans le voir, il ne voulait pas le trouver, et je lui ai gravement apporté. Des larmes contenues humectaient ses yeux. Il y avait un monde de choses et de pensées dans ce moment si court. Nous nous comprenions si bien qu'en ce moment je lui tendis ma main à baiser. Peut-être était-ce lui dire que l'amour pouvait combler l'espace qui nous sépare. Eh bien, je ne sais ce qui m'a fait mouvoir. Griffith a tourné le dos, je lui ai tendu fièrement ma patte blanche et j'ai senti le feu de ses lèvres tempéré par 2 grosses larmes. Ah, mon ange! Je suis restée sans force dans mon fauteuil. Pensive, j'étais heureuse. Et il m'est impossible d'expliquer comment ni pourquoi. Ce que j'ai senti, c'est la poésie. Mon abaissement, dont j'ai honte à cette heure, me semblait une grandeur. Il m'avait fascinée. Voilà mon excuse. Vendredi. Cet homme est vraiment très beau. Ses paroles sont élégantes, son esprit est d'une supériorité remarquable. Ma chère, il est fort et logique comme Bossuet en m'expliquant le mécanisme non seulement de la langue espagnole, mais encore de la pensée humaine et de toutes les langues. Le français semble être sa langue maternelle. Comme je lui en témoignais mon étonnement, il me répondit qu'il était venu en France très jeune avec le roi d'Espagne, à Valençay. Que s'est-il passé dans cette âme? Il n'est plus le même. Il est venu vêtu simplement, mais absolument comme un grand seigneur sorti le matin à pied. Son esprit a brillé comme un phare durant cette leçon. Il a déployé toute son éloquence. Comme un homme lassé qui retrouve ses forces, il m'a révélé toute une âme soigneusement cachée. Il m'a raconté l'histoire d'un pauvre diable de valet qui s'était fait tuer pour un seul regard d'une reine d'Espagne. Il ne pouvait que mourir, lui ai-je dit. Cette réponse lui a mis la joie au cœur et son regard m'a véritablement épouvantée. Le soir, je suis allée au bal chez la duchesse de Lenoncourt, le prince de Talleyrand s'y trouvait. Je lui ai fait demander par M. de Vandenesse un charmant jeune homme,
s'il y avait parmi ses hôtes en 1809 à sa terre un Henares. Henares est le nom mort de la famille de Soria, qui sont, disent-ils, des Abencerrages convertis au christianisme. Le vieux duc et ses 2 fils accompagnèrent le roi. L'aîné, le duc de Soria d'aujourd'hui, vient d'être dépouillé de tous ses biens, honneur et grandesse par le roi Ferdinand, qui venge une vieille inimitié. Le duc a fait une faute immense en acceptant le ministère constitutionnel avec Valdès. Heureusement, il s'est sauvé de Cadix avant l'entrée de Monseigneur le duc d'Angoulême qui, malgré sa bonne volonté, ne l'aurait pas préservé de la colère du roi. Cette réponse que le vicomte de Vandenesse m'a rapportée textuellement m'a donné beaucoup à penser. Je ne puis dire en quelle anxiété j'ai passé le temps jusqu'à ma première leçon qui a eu lieu ce matin. Pendant le premier quart d'heure de la leçon, je me suis demandé, en l'examinant, s'il était duc ou bourgeois, sans pouvoir y rien comprendre. Il semblait deviner mes pensées à mesure qu'elles naissaient et se plaire à les contrarier. Enfin, je n'y tins plus, je quittai brusquement mon livre en interrompant la traduction que j'en faisais à haute voix et je lui dis en espagnol « Vous nous trompez, monsieur, vous n'êtes pas un pauvre bourgeois libéral, vous êtes le duc de Soria. » « Mademoiselle, répondit-il avec un mouvement de tristesse, malheureusement je ne suis pas le duc de Soria. Je compris tout ce qu'il mit de désespoir dans le mot malheureusement. Ah ma chère, il sera certes impossible à aucun homme de mettre autant de passion et de choses dans un seul mot. Il avait baissé les yeux et n'osait plus me regarder. Monsieur de Talleyrand, lui dis-je, chez qui vous avez passé les années d'exil, ne laisse d'autre alternative à un Henares que celle d'être ou duc de Soria, disgracié ou domestique. Il leva les yeux sur moi et me montra 2 brasiers noirs et brillants, 2 yeux à la fois flamboyants et humiliés. Cet homme m'apparut être alors à la torture. Mon père, dit-il, était en effet serviteur du roi d'Espagne. Griffith ne connaissait pas cette manière d'étudier. Nous faisions des silences inquiétants à chaque demande et à chaque réponse. Enfin, lui dis-je, êtes-vous noble ou bourgeois? Vous savez, mademoiselle, qu'en Espagne tout le monde, même les mendiants, sont nobles. Cette réserve m'impatienta. J'avais préparé depuis la dernière leçon un de ces amusements qui soutient l'imagination. J'avais tracé dans une lettre le portrait idéal de l'homme par qui je voudrais être aimé, en me proposant de le lui donner à traduire. Jusqu'à présent, j'ai traduit de l'espagnol en français et non du français en espagnol. Je lui en fis l'observation et priai Griffith de me chercher la dernière lettre que j'avais reçue d'une de mes amies. Je verrai, pensai-je, à l'effet que lui fera mon programme, quel sang est dans ses veines. Je pris le papier des mains de Griffith en disant « Voyons si j'ai bien copié », car tout était de mon écriture. Je lui tendis le papier, ou si tu veux le piège, et je l'examinais pendant qu'il lisait ceci. « L'homme qui me plaira, ma chère, devra être rude et orgueilleux avec les hommes, mais doux avec les femmes. Son regard d'aigle saura réprimer instantanément tout ce qui peut ressembler au ridicule. Il aura un sourire de pitié pour ceux qui voudraient tourner en plaisanterie les choses sacrées, celles surtout qui constituent la poésie du cœur, et sans lesquelles la vie ne serait plus qu'une triste réalité. Je méprise profondément ceux qui voudraient nous ôter la source des idées religieuses, si fertiles en consolation. Aussi, ces croyances devront-elles avoir la simplicité de celle d'un enfant uni à la conviction inébranlable d'un homme d'esprit qui a approfondi ses raisons de croire. Son esprit, neuf, original, sera sans affectation ni parade. Il ne peut rien dire qui soit de trop ou déplacé. Il lui serait aussi impossible d'ennuyer les autres que de s'ennuyer lui-même, car il aura dans son âme un fond riche. Toutes ses pensées doivent être d'un genre noble, élevé, chevaleresque, sans aucun égoïsme. En toutes ses actions, on remarquera l'absence totale du calcul ou de l'intérêt. Ses défauts proviendront de l'étendue même de ses idées, qui seront au-dessus de son temps. En toute chose, je dois le trouver en avant de son époque.
Plein d'attentions délicates dues aux êtres faibles, il sera bon pour toutes les femmes, mais bien difficilement épris d'aucune. Il regardera cette question comme beaucoup trop sérieuse pour en faire un jeu. Il se pourrait donc qu'il passât sa vie sans aimer véritablement, en montrant en lui toutes les qualités qui peuvent inspirer une passion profonde. Mais s'il trouve une fois son idéal de femme, celle entrevue dans ses songes qu'ont fait les yeux ouverts, s'il rencontre un être qui le comprenne, qui remplisse son âme et jette sur toute sa vie un rayon de bonheur, qui brille pour lui comme une étoile à travers les nuages de ce monde si sombre, si froid, si glacé, qui donne un charme tout nouveau à son existence et fasse vibrer en lui des cordes muettes jusque-là, je crois inutile de dire qu'il saura reconnaître et apprécier son bonheur. Aussi la rendra-t-il parfaitement heureuse. Jamais, ni par un mot, ni par un regard, il ne froissera ce cœur aimant qui se sera remis en ses mains avec l'aveugle amour d'un enfant qui dort dans les bras de sa mère. Car si elle se réveillait jamais de ce doux rêve, elle aurait l'âme et le cœur à jamais déchirés. Il lui serait impossible de s'embarquer sur cet océan sans y mettre tout son avenir. Cet homme aura nécessairement la physionomie, la tournure, la démarche, enfin la manière de faire les plus grandes comme les plus petites choses. Des êtres supérieurs qui sont simples et sans après. Il peut être laid, mais ses mains seront belles. Il aura la lèvre supérieure légèrement relevée par un sourire ironique et dédaigneux pour les indifférents. Enfin, il réservera pour ceux qui l'aiment le rayon céleste et brillant de son regard plein d'âme. « Mademoiselle, me dit-il en espagnol et d'une voix profondément émue, veut-elle me permettre de garder ceci en mémoire d'elle? Voici la dernière leçon que j'aurai l'honneur de lui donner, et celle que je reçois dans cet écrit peut devenir une règle éternelle de conduite. J'ai quitté l'Espagne en fugitif et sans argent, mais aujourd'hui j'ai reçu de ma famille une somme qui suffit à mes besoins. J'aurai l'honneur de vous envoyer quelques pauvres Espagnols pour me remplacer. Il semblait ainsi me dire, assez joué comme cela. Il s'est levé par un mouvement d'une incroyable dignité et m'a laissé confondu de cette inouïe délicatesse chez les hommes de sa classe. Il est descendu et a fait demander à parler à mon père. Au dîner, mon père me dit en souriant « Louise, vous avez reçu des leçons d'espagnol d'un ex-ministre du roi d'Espagne et d'un condamné à mort. »« Le duc de Soria, lui dis-je. »« Le duc, me répondit mon père. Il ne l'est plus, il prend maintenant le titre de baron de Macumer, d'un fief qui lui reste en Sardaigne. Il me paraît assez original. Ne flétrissez pas de ce mot qui, chez vous, comporte toujours un peu de moquerie et de dédain. Un homme qui vous vaut, lui dis-je, et qui, je crois, a une belle âme. Baronne de Macumer, s'écria mon père en me regardant d'un air moqueur. J'ai baissé les yeux par un mouvement de fierté. Mais, dit ma mère, Hénarez a dû se rencontrer sur le perron avec l'ambassadeur d'Espagne. Oui, a répondu mon père. L'ambassadeur m'a demandé si je conspirais contre le roi, son maître. Mais il a salué l'ex-grand d'Espagne avec beaucoup de déférence en se mettant à ses ordres. Ceci, ma chère madame de l'Estorade, s'est passé depuis 15 jours. Et voilà 15 jours que je n'ai vu cet homme qui m'aime, car cet homme m'aime. Que fait-il? Je voudrais être mouche, souris, moineau. Je voudrais pouvoir le voir seul, chez lui, sans qu'il m'aperçût. Nous avons un homme à qui je puis dire « Allez mourir pour moi ». Et il est de caractère à y aller, je le crois du moins. Enfin, il y a dans Paris un homme à qui je pense et dont le regard m'inonde intérieurement de lumière. Oh, c'est un ennemi que je dois fouler aux pieds. Comment il y aurait un homme sans lequel je ne pourrais vivre, qui me serait nécessaire? Tu te maries et j'aime. Au bout de 4 mois, ces 2 colombes qui s'élevaient si haut sont tombées dans les marais de la réalité. Dimanche. Hier, aux Italiens, je me suis sentie regarder. Mes yeux ont été magiquement attirés par 2 yeux de feu qui brillaient comme 2 escarboucles dans un coin obscur de l'orchestre. Hénarez n'a pas détaché ses yeux de dessus moi.
Le monstre a cherché la seule place d'où il pouvait me voir. Et il y est. Je ne sais pas ce qu'il est en politique, mais il a le génie de l'amour. Voilà, belle Renée, à quel point nous en sommes, a dit le grand Corneille. Chapitre 13. Madame de l'Estorade à Mademoiselle de Chaulieu à la Crampade, février. Ma chère Louise, avant de t'écrire, j'ai dû attendre. Mais maintenant, je sais bien des choses où, pour mieux dire, je les ai apprises, et je dois te les dire pour ton bonheur à venir. Il y a tant de différence entre une jeune fille et une femme mariée, que la jeune fille ne peut pas plus la concevoir, que la femme mariée ne peut redevenir jeune fille. J'ai mieux aimé être mariée à Louis de l'Estorade que de retourner au couvent. Voilà qui est clair. Après avoir deviné que si je n'épousais pas Louis, je retournerais au couvent, j'ai dû, en termes de jeune fille, me résigner. Je me suis mise à examiner ma situation afin d'en tirer le meilleur parti possible. D'abord, la gravité des engagements m'a investie de terreur. Le mariage se propose la vie, tandis que l'amour ne se propose que le plaisir. Mais aussi le mariage subsiste quand les plaisirs ont disparu et donne naissance à des intérêts bien plus chers que ceux de l'homme et de la femme qui s'unissent. Aussi peut-être ne faut-il, pour faire un mariage heureux, que cette amitié qui, en vue de ses douceurs, cède sur beaucoup d'imperfections humaines. Rien ne s'opposait à ce que j'eusse de l'amitié pour Louis de l'Estorade. Bien décidé à ne pas chercher dans le mariage les jouissances de l'amour auxquelles nous pensions si souvent et avec une si dangereuse exaltation, j'ai senti la plus douce tranquillité en moi-même. Si je n'ai pas l'amour, pourquoi ne pas chercher le bonheur ? Me suis-je dit. D'ailleurs, je suis aimée et je me laisserai aimer. Mon mariage ne sera pas une servitude, mais un commandement perpétuel. Quel inconvénient cet état de choses offrira-t-il à une femme qui veut rester maîtresse absolue d'elle-même ? Ce point si grave d'avoir le mariage sans le mari fut réglé dans une conversation entre Louis et moi, dans laquelle il m'a découvert l'excellence de son caractère et la douceur de son âme. Ma mignonne, je souhaitais beaucoup de rester dans cette belle saison d'espérance amoureuse qui, n'enfantant point de plaisir, laisse à l'âme sa virginité. Ne rien accorder au devoir, à la loi, ne dépendre que de soi-même et garder son libre arbitre ? Quelle douce et noble chose ! Ce contrat, opposé à celui des lois et au sacrement lui-même, ne pouvait se passer qu'entre Louis et moi. Cette difficulté, la première aperçue, est la seule qui ait fait traîner la conclusion de mon mariage. Si, dès l'abord, j'étais résolue à tout pour ne pas retourner au couvent, il est dans notre nature de demander le plus après avoir obtenu le moins. Le plus après avoir obtenu le moins. Et nous sommes, cher ange, de celles qui veulent tout. J'examinais mon Louis du coin de l'œil et je me disais, le malheur l'a-t-il rendu bon ou méchant ? À force d'étudier, j'ai fini par découvrir que son amour allait jusqu'à la passion. Une fois arrivé à l'état d'idole, en le voyant pâlir et trembler au moindre regard froid, j'ai compris que je pouvais tout oser. Je l'ai naturellement emmené loin des parents, dans les promenades où j'ai prudemment interrogé son cœur. Je l'ai fait parler, je lui ai demandé compte de ses idées, de ses plans, de notre avenir. Mes questions annonçaient tant de réflexions préconçues et attaquaient si précisément les endroits faibles de cette horrible vie à deux que Louis m'a depuis avoué qu'il était épouvanté d'une si savante virginité. Moi, j'écoutais ses réponses. Il s'y entortillait comme ces gens à qui la peur ôte tous leurs moyens. J'ai fini par voir que le hasard me donnait un adversaire qui m'était d'autant plus inférieur qu'il devinait ce que tu nommes si orgueilleusement ma grande âme. Brisé par les malheurs et par la misère, il se regardait comme à peu près détruit et se perdait en 3 horribles craintes. D'abord, il a 37 ans et j'en ai 17. Il ne mesurait donc pas sans effroi les 20 ans de différence qui sont entre nous. Puis, il est convenu que je suis très belle.
et Louis, qui partage nos opinions à ce sujet, ne voyait pas sans une profonde douleur combien les souffrances lui avaient enlevé de jeunesse. Enfin, il me sentait de beaucoup supérieur comme femme à lui comme homme. Mis en défiance de lui-même par ces trois infériorités visibles, il craignait de ne pas faire mon bonheur et se voyait pris comme un pis-aller. Sans la perspective du couvent, je ne l'épouserais point, me dit-il un soir timidement. Ceci est vrai, lui répondis-je gravement. Ma chère amie, il me causa la première grande émotion de celles qui nous viennent des hommes. Je fus atteinte au cœur par les 2 grosses larmes qui roulèrent dans ses yeux. Louis, repris-je d'une voix consolante, il ne tient qu'à vous de faire de ce mariage de convenance un mariage auquel je puisse donner un consentement entier. Ce que je vais vous demander exige de votre part une abnégation beaucoup plus belle que le prétendu servage de votre amour quand il est sincère. Pouvez-vous vous élever jusqu'à l'amitié comme je la comprends? On n'a qu'un ami dans la vie, et je veux être le vôtre. L'amitié est le lien de 2 âmes pareilles, unies par leur force et néanmoins indépendantes. Soyons amis et associés pour porter la vie ensemble. Laissez-moi mon entière indépendance. Je ne vous défends pas de m'inspirer pour vous l'amour que vous dites avoir pour moi, mais je ne veux être votre femme que de mon gré. Donnez-moi le désir de vous abandonner mon libre arbitre et je vous le sacrifie aussitôt. Ainsi, je ne vous défends pas de passionner cette amitié, de la troubler par la voix de l'amour. Je tâcherai, moi, que notre affection soit parfaite. Surtout, évitez-moi les ennuis que la situation assez bizarre où nous serons alors me donnerait au dehors. Je ne veux paraître ni capricieuse ni prude, parce que je ne le suis point et vous crois assez honnête homme pour vous offrir de garder les apparences du mariage. Ma chère, je n'ai jamais vu d'homme heureux comme Louis l'a été de ma proposition. Ses yeux brillaient, le feu du bonheur y avait séché les larmes. Songez, lui dis-je en terminant, qu'il n'a rien de bizarre dans ce que je vous demande. Cette condition tient à mon immense désir d'avoir votre estime. Si vous ne me deviez qu'au mariage, me sauriez-vous beaucoup de gré un jour d'avoir vu votre amour couronné par les formalités légales ou religieuses et non par moi? Si, pendant que vous ne me plaisez point, mais en vous obéissant passivement, comme ma très honorée mère vient de me le recommander, j'avais un enfant, croyez-vous que j'aimerais cet enfant autant que celui qui serait fils d'un même vouloir? S'il n'est pas indispensable de se plaire l'un à l'autre, autant que se plaisent des amants, convenez, monsieur, qu'il est nécessaire de ne pas se déplaire. Eh bien, nous allons être placés dans une situation dangereuse. Nous devons vivre à la campagne. Ne faut-il pas songer à toute l'instabilité des passions? Des gens sages ne peuvent-ils pas se prémunir contre les malheurs du changement? Il fut étrangement surpris de me trouver si raisonnable et si raisonneuse. Mais il me fit une promesse solennelle après laquelle je lui pris la main et la lui serrai affectueusement. Nous fûmes mariés à la fin de la semaine. Sûr de garder ma liberté, je mis alors beaucoup de gaieté dans les insipides détails de toutes les cérémonies. J'ai pu être moi-même et peut-être ai-je passé pour une commère très délurée pour employer les mots de Blois. On a pris pour une maîtresse femme une jeune fille charmée de la situation neuve et pleine de ressources où j'avais su me placer. Chère, j'avais aperçu, comme par une vision, toutes les difficultés de ma vie et je voulais sincèrement faire le bonheur de cet homme. Or, dans la solitude où nous vivons, si une femme ne commande pas, le mariage devient insupportable en peu de temps. Une femme doit alors avoir les charmes d'une maîtresse et les qualités d'une épouse. Mettre de l'incertitude dans les plaisirs, n'est-ce pas prolonger l'illusion et perpétuer les jouissances d'amour-propre auxquelles tiennent tant et avec tant de raison toutes les créatures? L'amour conjugal, comme je le conçois, revêt alors une femme d'espérance, la rend souveraine et lui donne une force inépuisable, une chaleur de vie qui fait tout fleurir autour d'elle. Plus elle est maîtresse d'elle-même, plus sûre elle est de rendre l'amour et le bonheur viables. Mais j'ai surtout exigé que le plus profond mystère voilât nos arrangements intérieurs.
L'homme subjugué par sa femme est justement couvert de ridicule. L'influence d'une femme doit être entièrement secrète. Chez nous, en tout, la grâce, c'est le mystère. Si j'entreprends de relever ce caractère abattu, de restituer leur lustre à des qualités que j'ai entrevues, je veux que tout semble spontané chez Louis. Telle est la tâche assez belle que je me suis donnée et qui suffit à la gloire d'une femme. Je suis presque fière d'avoir un secret pour intéresser ma vie, un plan auquel je rapporterai mes efforts et qui ne sera connu que de toi et de Dieu. Maintenant, je suis presque heureuse, et peut-être ne le serais-je pas entièrement si je ne pouvais le dire à une âme aimée, car le moyen de le lui dire à lui, mon bonheur le froisserait, il a fallu le lui cacher. Il a, ma chère, une délicatesse de femme, comme tous les hommes qui ont beaucoup souffert. Pendant 3 mois, nous sommes restés comme nous étions avant le mariage. J'étudiais, comme bien tu penses, une foule de petites questions personnelles auxquelles l'amour tient beaucoup plus qu'on ne le croit. Malgré ma froideur, cette âme enhardie s'est dépliée. J'ai vu ce visage changer d'expression et se rajeunir. L'élégance que j'introduisais dans la maison a jeté des reflets sur sa personne. Insensiblement, je me suis habituée à lui, j'en ai fait un autre moi-même. À force de le voir, j'ai découvert la correspondance de son âme et de sa physionomie. La bête que nous nommons un mari, selon ton expression, a disparu. J'ai vu, par je ne sais quelle douce soirée, un amant dont les paroles m'allaient à l'âme et sur le bras duquel je m'appuyais avec un plaisir indicible. Enfin, pour être vrai avec toi, comme je le serai avec Dieu, qu'on ne peut pas tromper, piqué peut-être par l'admirable religion avec laquelle il tenait son serment, la curiosité s'est levée dans mon cœur. Très honteuse de moi-même, je me résistais. Hélas, quand on ne résiste plus que par dignité, l'esprit a bientôt trouvé des transactions. La fête a donc été secrète comme entre 2 amants, et secrète elle doit rester entre nous. Lorsque tu te marieras, tu approuveras ma discrétion. Sache cependant que rien n'a manqué de ce que veut l'amour le plus délicat, ni de cet imprévu qui est, en quelque sorte, l'honneur de ce moment-là. Les grâces mystérieuses que nos imaginations lui demandent, l'entraînement qui excuse, le consentement arraché, les voluptés idéales longtemps entrevues et qui nous subjuguent l'âme avant que nous nous laissions aller à la réalité. Toutes les séductions y étaient avec leurs formes enchanteresses. Je t'avoue que, malgré ces belles choses, j'ai de nouveau stipulé mon libre arbitre et je ne veux pas t'en dire toutes les raisons. Tu seras certes la seule âme en qui je verserai cette demi-confidence. Même en appartenant à son mari, adoré ou non, je crois que nous perdrions beaucoup à ne pas cacher nos sentiments et le jugement que nous portons sur le mariage. La seule joie que j'ai eue et qui a été céleste vient de la certitude d'avoir rendu la vie à ce pauvre être avant de la donner à des enfants. Louis a repris sa jeunesse, sa force, sa gaieté. Ce n'est plus le même homme. J'ai, comme une fée, effacé jusqu'au souvenir des malheurs. J'ai métamorphosé Louis. Il est devenu charmant. Sûr de me plaire, il déploie son esprit et révèle des qualités nouvelles. Être le principe constant du bonheur d'un homme quand cet homme le sait et mêle de la reconnaissance à l'amour. Ah, chère, cette certitude développe dans l'âme une force qui dépasse celle de l'amour le plus entier. Cette force impétueuse et durable, une et variée, enfante enfin la famille, cette belle œuvre des femmes, et que je conçois maintenant dans toute sa beauté féconde. Le vieux père n'est plus avare, il donne aveuglément tout ce que je désire. Les domestiques sont joyeux, il semble que la félicité de Louis est rayonnée dans cet intérieur où je règne par l'amour. Le vieillard s'est mis en harmonie avec toutes les améliorations, il n'a pas voulu faire tâche dans mon luxe. Il a pris, pour me plaire, le costume, et avec le costume, les manières du temps présent. Nous avons des chevaux anglais, un coupé, une calèche et un tilbury. Nos domestiques ont une tenue simple, mais élégante. Aussi, passons-nous pour des prodigues. J'emploie mon intelligence, je ne ris pas, à tenir ma maison avec économie, à y donner le plus de jouissance pour la moindre somme possible.
J'ai déjà démontré à Louis la nécessité de faire des chemins afin de conquérir la réputation d'un homme occupé du bien de son pays. Je l'oblige à compléter son instruction. J'espère le voir bientôt membre du conseil général de son département par l'influence de ma famille et de celle de sa mère. Je lui ai déclaré tout net que j'étais ambitieuse, que je ne trouvais pas mauvais que son père continuât à soigner nos biens, à réaliser des économies, parce que je le voulais tout entier à la politique. Si nous avions des enfants, je les voulais voir tous heureux et bien placés dans l'État, sous peine de perdre mon estime et mon affection. Ils devaient devenir députés du département aux prochaines élections. Ma famille aiderait sa candidature et nous aurions alors le plaisir de passer tous les hivers à Paris. Ah, mon ange, à l'ardeur avec laquelle il m'a obéi, j'ai vu combien j'étais aimée. Enfin, hier, il m'a écrit cette lettre de Marseille où il est allé pour quelques heures. Quand tu m'as permis de t'aimer, ma douce Renée, j'ai cru au bonheur. Mais aujourd'hui, je n'en vois plus la fin. Le passé n'est plus qu'un vague souvenir, une ombre nécessaire à faire ressortir l'éclat de ma félicité. Quand je suis près de toi, l'amour me transporte au point que je suis hors d'état de t'exprimer l'étendue de mon affection. Je ne puis que t'admirer, t'adorer. La parole ne me revient que loin de toi. Tu es parfaitement belle et d'une beauté si grave, si majestueuse, que le temps l'altérera difficilement. Et quoique l'amour entre époux ne tienne pas tant à la beauté qu'aux sentiments, qui sont esquis en toi, laisse-moi te dire que cette certitude de te voir, toujours belle, me donne une joie qui s'accroît à chaque regard que je jette sur toi. L'harmonie et la dignité des lignes de ton visage, où ton âme sublime se révèle, à je ne sais quoi de pur sous la mâle couleur du teint. L'éclat de tes yeux noirs et la coupe hardie de ton front disent combien tes vertus sont élevées, combien ton commerce est solide et ton cœur fait aux orages de la vie s'il en survenait. La noblesse est ton caractère distinctif. Je n'ai pas la prétention de te l'apprendre, mais je t'écris ce mot pour te faire bien connaître que je sais tout le prix du trésor que je possède. Le peu que tu m'accorderas sera toujours le bonheur pour moi, dans longtemps comme à présent. Car je sens tout ce qu'il y a eu de grandeur dans notre promesse de garder l'un et l'autre toute notre liberté. Nous ne devrons jamais aucun témoignage de tendresse qu'à notre vouloir. Nous serons libres malgré des chaînes étroites. Je serai d'autant plus fière de te reconquérir ainsi que je sais maintenant le prix que tu attaches à cette conquête. Tu ne pourras jamais parler ou respirer, agir, penser, sans que j'admire toujours davantage la grâce de ton corps et celle de ton âme. Il y a en toi je ne sais quoi de divin, de sensé, d'enchanteur, qui met d'accord la réflexion, l'honneur, le plaisir et l'espérance, qui donne enfin à l'amour une étendue plus spacieuse que celle de la vie. Oh, mon ange, puisse le génie de l'amour me rester fidèle et l'avenir être plein de cette volupté à l'aide de laquelle tu as embelli tout autour de moi. Quand seras-tu mère pour que je te voie applaudir à l'énergie de ta vie, pour que je t'entende de cette voix si suave et avec ces idées si fines, si neuves et si curieusement bien rendues, bénir l'amour qui a rafraîchi mon âme, retrempé mes facultés, qui fait mon orgueil, et où j'ai puisé comme dans une magique fontaine une vie nouvelle? Oui, je serai tout ce que tu veux que je sois. Je deviendrai l'un des hommes utiles de mon pays et je ferai rejaillir sur toi cette gloire dont le principe sera ta satisfaction. Ma chère, voilà comment je le forme. Ce style est de fraîche date, dans un an ce sera mieux. Louis est au premier transport. Je l'attends à cette égale et continue sensation de bonheur que doit donner un heureux mariage quand, sûrs l'un de l'autre et se connaissant bien, une femme et un homme ont trouvé le secret de varier l'infini, de mettre l'enchantement dans le fond même de la vie. Ce beau secret des véritables épouses, je l'entrevois et veux le posséder. Tu vois qu'il se croit aimé, le fat, comme s'il n'était pas mon mari. Je n'en suis cependant encore qu'à cet attachement matériel qui nous donne la force de supporter bien des choses. Cependant, Louis est aimable.
Il est d'une grande égalité de caractère, il fait simplement les actions dont se vanteraient la plupart des hommes. Enfin, si je ne l'aime point, je me sens très capable de le chérir. Voilà donc mes cheveux noirs, mes yeux noirs dont les cils se déplient, selon toi comme des jalousies, mon air impérial et ma personne élevée à l'état de pouvoir souverain. Nous verrons dans 10 ans d'ici, ma chère, si nous ne sommes pas toutes deux bien rieuses, bien heureuses dans ce Paris, d'où je te ramènerai quelquefois dans ma belle oasis de Provence. Oh Louise, ne compromets pas notre bel avenir à toutes deux. Ne fais pas les folies dont tu me menaces. J'épouse un vieux jeune homme, épouse quelques jeunes vieillards de la chambre des pères. Tu es là, dans le vrai. Décidément. Et je vais m'arrêter là pour cette lecture et j'ai dépassé le temps que je m'étais fixé. C'est tout à fait moi. Voilà. En même temps, les chapitres étaient un petit peu longs. Je n'allais pas couper au milieu. Très bien. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, en tout cas. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. J'arrête là les commentaires d'une incroyable sagesse. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de belles choses. Je ne sais pas, un bon week-end, puisqu'ici c'est vendredi soir. Du beau temps et de la joie, tout simplement. Un petit peu de joie. Voilà. Vous avez terminé cette partie de mémoire de 2 jeunes mariés. Et si vous êtes lycéen ou si vous préparez le bac de français, c'est déjà énorme. Voilà. On avance dans cette lecture. On est déjà à plus d'un tiers. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Si vous voulez aimer la vidéo, n'hésitez pas. Merci.